Imaginez une marque qui publierait du contenu 15 fois par jour. Jusque-là, rien d'anormal, certaines le font déjà. Mais une marque qui vous montrerait son réveil, ses repas, son couple, ses enfants, ses disputes, ou encore ses problèmes d'argent et ses ennemis. Une marque qui pleurerait devant vous, qui vous demanderait conseil, vous raconterait ses humiliations, et vous proposerait, quelques heures plus tard, d'acheter son nouveau produit. Bon, dit comme ça paraît un peu étrange, mais dès que cette marque prend le visage d'une personne, tout paraît beaucoup plus naturel. C'est d'ailleurs devenu l'un des modèles économiques les plus puissants sur les réseaux sociaux. Certains créateurs ne vendent plus seulement des vidéos, des partenariats ou des produits, ils monétisent leur présence, leur quotidien, leur personnalité, et souvent aussi leurs problèmes. Plus le public va connaître leur vie, plus il va s'attacher, plus il regardera, et sera capable de défendre corps et âme le créateur, mais surtout de lui acheter quelque chose. C'est là que l'influenceur peut commencer à se transformer en gourou. Dans cette vidéo, on va donc voir comment ce modèle s'est installé, pourquoi il permet de vendre autant, ce qu'il provoque chez le public, et pourquoi le fait de transformer sa propre personne en marque peut devenir extrêmement dangereux. N'oubliez pas non plus de liker, de vous abonner. Je vous propose du contenu lié au business, à la productivité, pour vous faire gagner du temps et de l'argent, mais aussi pour vous faire réfléchir sur les mécanismes psychologiques dans les coulisses du business. À l'origine, un créateur de contenu est censé produire quelque chose. Il va faire des vidéos de cuisine, d'analyse, de l'humour, du sport ou du divertissement. Le public vient d'abord pour le contenu. Mais sur certaines plateformes, le modèle a progressivement changé vers l'économie de l'attention. Le contenu n'est plus seulement une production, le contenu en fait devient la vie de la personne. Elle ne publie plus uniquement lorsqu'elle a une idée ou un message, elle publie parce qu'elle se lève, parce qu'elle sort, parce qu'elle reçoit un colis ou encore qu'elle change de voiture. Ça lui arrive même parfois de publier parce qu'elle ne va pas bien ou qu'un autre créateur a parlé d'elle. Chaque événement peut en fait devenir une séquence visant à attirer l'attention sur des formats de plus en plus courts et donc, par ricochet, à abolir le temps de réflexion qu'une vidéo longue permet d'installer. Chaque tranche de vie est filmée, parfois scénarisée, avec ses intrigues et les proches deviennent des personnages, un peu comme des épisodes. Ceux qui apparaissent dans le contenu sont d'ailleurs très souvent des stéréotypes. Sauf qu'ici, le feuilleton est présenté comme la réalité. Le public regarde une histoire à laquelle il a l'impression de participer. Cette évolution repose beaucoup sur le volume de publication. Car oui, certains influenceurs ne racontent pas forcément toute leur vie. En revanche, ils vont publier tellement souvent, parfois seulement quelques secondes par-ci par-là, qu'ils donnent l'impression de donner beaucoup d'eux-mêmes. Une story dans la voiture, une réaction à chaud, une courte confidence, un passage en direct, pris séparément, chaque contenu paraîtrait presque insignifiant. Mais quand on les accumule toute la journée, puis toute la semaine, ces fragments créent une présence très forte. Quand une personne publie une fois par semaine, on suit surtout son contenu. Quand elle apparaît 10 ou 15 fois par jour, même brièvement, elle entre dans votre routine. Vous la voyez au petit déjeuner, avant de dormir, cette répétition va donner facilement l'impression d'avoir accès à sa vie, même lorsqu'elle n'en montre en réalité qu'une toute petite partie. Cette fréquence crée de la familiarité. La familiarité crée facilement une impression de confiance. Vous allez reconnaître sa voix, ses expressions, vous savez qui sont ses proches, vous avez même vu sa maison, ses vacances, ses moments de fatigue. Alors votre cerveau finit par produire une conclusion assez naturelle. Je connais cette personne. Mais en réalité, vous connaissez surtout ce qu'elle a choisi de montrer. Même quand elle se filme énormément, elle choisit encore le moment où elle va allumer la caméra. Elle choisit ce qu'elle raconte, elle choisit ce qu'elle garde, et surtout, elle apprend progressivement quelle partie de sa vie intéresse le plus le public. Le naturel devient alors un véritable format. La caméra est tenue à la main, on assiste parfois à des discussions très informelles, facecam, dans la voiture, comme si vous étiez le passager à qui cette personne faisait une confidence. La vidéo a l'air non préparée, et tout cela va donner l'impression d'une authenticité, d'un accès direct, sans filtre, sauf qu'attention, ce type de créateur peut parfaitement être sincère, tout en comprenant que sa sincérité peut générer des vues. Elle peut vivre réellement une émotion, et savoir que cette émotion va faire réagir son audience. Et c'est précisément là que le modèle devient puissant. La vie personnelle produit de l'attention. Et cette attention va ensuite être transformée en chiffre d'affaires. Pour comprendre pourquoi ce système rapporte autant, il faut comparer un influenceur à une marque classique. Une entreprise doit investir énormément pour devenir connue. Elle doit généralement acheter de la pub, répéter son message, créer une identité, un storytelling, construire de la confiance, trouver une manière de rester dans l'esprit du consommateur. Le créateur de contenu, lui,
de obtenir tout cela en partageant simplement sa vie. La relation commerciale existe donc avant même que le produit soit lancé. Quand une marque classique vous montre une pub, vous comprenez immédiatement qu'elle veut vous vendre quelque chose. Vous pouvez comparer, vous avez le temps de prendre un petit peu de distance et vous pouvez vous demander si le produit vaut réellement son prix. Mais quand une personne, un influenceur, un créateur que vous suivez depuis 2 ans va lancer un produit, là le raisonnement peut changer. Vous l'avez vu réfléchir au projet, vous l'avez vu travailler, vous avez entendu parler de ses difficultés et vous avez peut-être même parfois voté pour choisir un nom, une couleur ou un emballage au produit. Vous avez l'impression d'avoir suivi l'aventure depuis le début. L'achat devient alors plus qu'un achat. C'est une manière de soutenir la personne, de participer à son succès et de lui prouver votre fidélité. C'est une force commerciale extraordinaire. Le créateur vend une extension de son histoire. C'est souvent pour cette raison que des produits assez ordinaires peuvent connaître des lancements impressionnants. Certains livres d'influenceurs ont connu des chiffres de vente monumentaux à leur sortie, juste avec une petite vidéo postée sur les réseaux sociaux. Le public n'évalue donc pas réellement la qualité de l'offre, il va surtout évaluer son attachement à la personne qui la propose. Ça ne pose pas de problème en soi, car depuis toujours, la vente repose aussi sur cette réassurance et la relation avec celui qui vend. C'est même ce qu'on appelle un mobile d'achat. Quand on regarde le SONCAS, ici le dernier S, celui de sympathie, on achète en fait car on a l'impression de bien connaître le vendeur. Le problème apparaît quand cet attachement qui est plutôt sain remplace totalement l'évaluation objective et le libre arbitre que les clients peuvent avoir autour du produit. Certains vont acheter immédiatement sans même comparer. D'autres vont défendre le prix avant même d'avoir reçu la commande. Certains considèrent une critique du produit comme une attaque personnelle contre le créateur. À ce stade, le client ne se comporte plus tout à fait comme un client, mais plutôt comme un membre de la communauté. On peut voir apparaître des abonnements ou un accès à certains contenus, en avant-première bien sûr, pour bien faire comprendre que vous êtes privilégié dans cette relation. On mobilise donc la relation émotionnelle déjà installée. Il peut présenter un achat comme un soutien, une critique comme une attaque venue de l'extérieur. La communauté ne consomme plus seulement, elle protège aussi le business. Alors à quel moment le créateur de contenu devient-il réellement un gourou ? Ça ne commence pas forcément par de grands mensonges, plutôt par de la confusion, où on va confondre présence et proximité, familiarité et honnêteté, succès et compétence. Une personne peut avoir réussi grâce à son humour, à son apparence, ou encore à sa capacité à créer des polémiques. Puis parce qu'elle développe une audience importante, elle commence alors à donner son avis sur tous les sujets, comme le couple, les relations, l'éducation, l'argent, la santé, le travail ou la réussite. Parfois c'est même de politique. Le domaine d'origine tend à disparaître progressivement. La personne ne devient plus seulement une créatrice appréciée, mais plutôt une référence générale. Et plus le public va lui demander son avis, plus elle peut finir par croire que cet avis possède une valeur un peu particulière. C'est aussi là qu'apparaissent les vrais marqueurs inquiétants qu'on voit se développer avec plusieurs créateurs. Bon, je ne citerai pas de nom ici, car c'est pas mon intention, je décrypte et analyse simplement le modèle, mais je vous laisse imaginer à qui cela peut vous faire penser. Je suis même certain que certains visages vont vous venir en tête naturellement. Le phénomène de gourouisation commence souvent quand la personne se présente constamment comme incomprise. Elle explique que les médias déforment ses propos, que les anciens proches sont jaloux, que les concurrents veulent profiter de son succès, que les critiques ne connaissent pas la vraie personne. Et surtout, elle laisse entendre que seuls ses abonnés les plus fidèles peuvent vraiment comprendre ce qui se passe. Ce discours crée une séparation très simple. D'un côté, il y a la communauté, de l'autre, les ennemis, les haters, les journalistes, les jaloux, les traîtres, les gens qui ne comprennent rien. À partir de là, vérifier les faits devient presque secondaire. Le public cherche surtout à protéger l'image de la personne. Certains abonnés parlent comme s'ils faisaient partie de sa famille. Ils expliquent qu'ils savent comment elle est réellement. Ils vont interpréter ses silences. Ils attaquent les anciens proches, justifient les contradictions, alors qu'ils ne disposent que de ce qui a été publié. Le créateur contrôle encore une grande partie des informations et bénéficie de la défense spontanée de son audience. Et chaque critique peut renforcer le lien. Plus la personne est attaquée, plus la communauté se mobilise. Plus elle se mobilise, plus elle commente, et ses commentaires de soutien ressemblent davantage à un discours de fans aveuglés plutôt qu'à des commentaires structurés et réfléchis. Bon, c'est aussi lié au fait que les réseaux tendent à rendre tout un peu extrême, à polariser les opinions. D'un côté, les commentaires négatifs, des vrais haters et de trolls, de l'autre, les commentaires dithyrambiques, très élogieux de fans qui sont un peu aveuglés. Et le plus fou, c'est que c'est une stratégie marketing qui marche. En effet, il y a un réel côté boule de neige, plus la communauté va commenter,
plus la plateforme va diffuser le contenu. Et plus le contenu est diffusé, plus le business reste visible. Une polémique peut donc devenir un outil de croissance, même lorsqu'elle n'a pas été provoquée volontairement. On entend souvent dire qu'il n'existe pas de mauvaise publicité. Sur les réseaux sociaux, cette phrase paraît parfois vraie. Une polémique peut faire exploser les recherches. Une personne va gagner de très nombreux abonnés pendant une crise. Ces vidéos peuvent être reprises partout, et ses ventes vont même augmenter parce que la communauté va les soutenir. À très court terme, la colère et le conflit produisent beaucoup d'attention. Mais attention et valeur ne veulent pas dire la même chose. Une personne peut devenir très visible, mais perdre en crédibilité. Elle peut vendre énormément pendant quelques semaines, mais fragiliser durablement son business pendant 3 ans. Elle peut mobiliser ses fans tout en faisant fuir des partenaires, des contrats, des salariés qui étaient silencieux. Le vrai problème apparaît surtout lorsque la marque repose entièrement sur son image personnelle. Si une entreprise vend un bon produit, elle peut parfois survivre à un dirigeant impopulaire. Elle peut changer de communication, remplacer un porte-parole, revoir son positionnement. Mais quand le visage du créateur est le logo, le discours et la promesse de confiance, chaque problème personnel peut devenir aussi un problème commercial. Alors c'est une prise de risque, me direz-vous, mais quand une dispute privée touche les ventes, quand une ancienne déclaration touche les partenaires, quand un conflit familial vient toucher l'image de marque, la personne et l'entreprise ont fusionné. Il n'y a plus de protection entre les deux. Et plus le créateur a utilisé sa vie pour développer son activité, plus il devient difficile de réclamer ensuite que certaines affaires restent privées. Le public a été habitué à tout voir. Il attend donc une explication. Le silence devient suspect. La discrétion devient une rupture dans le feuilleton. Et le créateur perd parfois le contrôle du récit. Les anciens proches se mettent à parler. Les collaborateurs publient des messages. Les captures d'écran circulent. D'autres créateurs commentent. La personne qui racontait seule sa propre histoire devient soudain un personnage dans l'histoire racontée par tout le monde et qui est devenu hors de contrôle. En plus de ça, ce modèle peut détruire progressivement la liberté du créateur. Au début, montrer sa vie semble simple. Ça demande moins de préparation qu'une vidéo travaillée et montée. Une caméra, quelques stories, une bonne capacité à raconter et le contenu se fabrique presque tout seul en quelques secondes. Mais quand l'audience s'habitue à cette présence permanente, que les vues s'accumulent, il devient difficile de ralentir. Si la personne publie moins, les vues baissent. Si elle protège plus sa vie privée, elle retire une partie de ce qui faisait revenir le public. Si elle arrête de parler de ses conflits, son contenu peut paraître moins intense. Elle nourrit moins l'algorithme et moins l'économie de l'attention. Et si son business repose sur cette intensité, la stabilité devient presque un problème. Un quotidien calme génère souvent moins de réactions qu'une dispute, une rupture ou une attaque publique. Le système pousse le créateur à surexposer chaque événement, à donner son avis trop vite, répondre à tout, maintenir des conflits, produire en permanence de nouvelles émotions. La personne ne sait plus réellement si elle vit une situation ou si elle prépare déjà la manière de la raconter. Elle peut aussi devenir dépendante de sa communauté quand des milliers de personnes valident constamment vos décisions. Vous pouvez perdre une partie de votre capacité à vous remettre en question. Chaque critique ressemble à de la jalousie, chaque baisse d'audience ressemble à une injustice. Chaque produit semble mériter le succès grâce au simple poids de la communauté. Mais une communauté très fidèle peut aussi enfermer un créateur dans ses propres erreurs. Elle le rassure, elle le défend, elle attaque parfois ceux qui lui disent des choses utiles. À court terme, cette loyauté protège l'image. À long terme, elle empêche toute remise en question et toute autonomie. Enfin, en tant que spectateur, le but n'est pas de considérer tous les influenceurs comme des manipulateurs, loin de là. Une personne peut montrer sa vie, créer de la proximité et vendre des produits complètement honnêtement. Le problème arrive quand on oublie que cette proximité fait aussi partie du modèle économique et que la multiplication de contenus courts qui donne cette impression d'authenticité reste très souvent un moyen pour le créateur de créer une pseudo-proximité avec sa communauté afin de mieux monétiser, d'où l'intérêt de conserver son esprit critique. Vous souhaitez plus de contenu business, productivité, relations professionnelles? Abonnez-vous et j'ai aussi mes ouvrages en vente sur Amazon.